Continuons le chapitre 1, la biodiversité et son évolution. Voyons donc maintenant dans un grand 2, l'évolution génétique d'une population. Une population est l'ensemble des individus de même espèce ne possédant pas les mêmes caractères, car leur combinaison allélique varie d'un individu à un autre. L'évolution génétique d'une population est soumise à deux mécanismes principaux, la dérive génétique et la sélection naturelle que vous avez déjà abordés en seconde. Prenons par exemple une population de phalènes du bouleau que vous connaissez bien. Les différences de couleur correspondent à des variations génétiques. Si les prédateurs se nourrissent particulièrement de papillons d'une certaine couleur, alors la fréquence de ce caractère va diminuer d'une génération à l'autre. Les représentants de cette couleur seront donc moins nombreux à se reproduire et le caractère sera donc moins présent dans la population. Cette population aura évolué. Pour étudier et comprendre l'évolution génétique des populations, on fait aujourd'hui appel à des modèles mathématiques probabilistes et des outils statistiques. Voyons une petite histoire de la naissance de la génétique des populations. À la fin du XIXe siècle, la redécouverte des travaux de Gregor Mendel suscite quelques doutes. Il a observé 3 générations de petits pois réalisées suite à un croisement. L'hybridation d'un monozygote avec un hétérozygote a permis de mettre en évidence les allèles dominants et récessifs. À la 3e génération, on retrouve le caractère récessif. Certains scientifiques se demandent alors pourquoi le phénotype défini par un allèle récessif ne disparaît pas au cours des générations. Le généticien Reginald Punnett, professeur à l'université de Cambridge, pose la question à son collègue mathématicien Godfrey Harold Hardy. Hardy propose sa solution dans un article intitulé Mendelian Proportion in a Mixed Population, publié dans la revue Science en 1908. Plusieurs décennies plus tard, il apparaît que la loi de Hardy avait été découverte la même année par un médecin allemand, Wilhelm Weinberg. Son article dans lequel il expose la même loi de stabilité que Hardy était paru dans un journal scientifique peu connu et n'avait pas été remarqué. On a finalement donné le nom de loi de Hardy-Weinberg à la loi de stabilité des génotypes, découverte de manière indépendante à ces deux scientifiques. La loi de Hardy-Weinberg décrit une population qui n'évolue pas. Cette loi veut que de génération en génération, les fréquences alléliques du patrimoine génétique d'une population ne changent pas. En découle l'équation de Hardy-Weinberg, P au carré, qui est la fréquence du génotype de l'homozygote dominant, plus 2P et Q, avec la fréquence du génotype dominant récessif, hétérozygote, plus Q au carré, qui est la fréquence du génotype de l'homozygote récessif, est égal à 1. Si on prend une population théorique de 500 plantes à fleurs sauvages comprenant 2 variétés de pétales des couleurs rouges ou blanches, on nomme grand R l'allèle qui donne la couleur rouge et petit r l'allèle qui donne la couleur blanche. Grand R domine petit r qui est donc récessif. Sur les 500 individus, 20 ont des fleurs blanches. Ils ont le génotype petit r, petit r. 320 sont de couleur rouge avec le génotype grand R, grand R. 160 sont de couleur rouge mais hétérozygotes avec le génotype grand R, petit r. On peut alors déterminer la fréquence des génotypes. Pour ce génotype grand R, grand R, on prendra donc les 320 individus de couleur rouge avec ce génotype sur les 500 individus de la population au total,
ce qui nous donne une fréquence de 0,64. On réalise le même calcul pour les deux autres génotypes. On peut également calculer les fréquences alléliques. Comme cette population n'évolue pas, ni la méiose ni la fécondation ne vont interférer. On retrouvera donc la même répartition allélique à la génération suivante. Cela signifie qu'à chaque tirage d'un gamète, la probabilité qu'il porte grand R est de 0,8 et la probabilité qu'il porte petit r est de 0,2. Pour calculer cette fréquence allélique, on prend le nombre d'individus qui a le génotype grand R. Or, ce génotype est constitué de 2 fois l'allèle grand R, donc on multiplie par 2, ce qui fait 640 allèles grand R. On y ajoute les 160 allèles grand R du deuxième génotype, on ajoute ce qui fait 800. On divise par le nombre total d'allèles de la population, c'est-à-dire 1000, puisque 500 individus constitués de 2 allèles, 2 par R, ça fait bien 1000 allèles possibles. Et cela donne une fréquence de 0,8 allèles grand R dans la population. On réalise le même calcul pour déterminer la fréquence de l'allèle petit r. On peut donc calculer la fréquence des 3 génotypes. Pour grand R, on aura 0,8 multiplié par 0,8, c'est-à-dire P au carré égale 0,64 ici. Pour petit r, on a donc Q au carré, c'est-à-dire 0,2 fois 0,2, ce qui fait 0,04. Et enfin, pour grand R et petit r grand R, on aura donc 0,8 pour l'allèle grand R multiplié par 2, plus 0,16 multiplié par 2, ce qui nous donne 0,32, équivalent à 2PQ, ici, pour l'équation de Harding-Weinberg. Cette équation de Hardy-Weinberg est largement utilisée en sciences de la santé car elle permet de calculer le pourcentage approximatif de la population humaine qui porte un allèle responsable d'une maladie héréditaire particulière. C'est ce que vous pourrez constater dans votre activité 2. Cependant, les populations sont soumises au mécanisme de l'évolution, ce qui va entraîner des écarts par rapport aux résultats attendus d'après le modèle de Hardy-Weinberg. Le fait de constater ces écarts au modèle revient à mettre en évidence l'évolution d'une population sous la pression des principaux mécanismes, c'est-à-dire la sélection naturelle, la dérive génétique. On pourra également constater la pression des mutations et des migrations. Voyons maintenant dans un grand 3 l'homme en tant qu'acteur de l'évolution des populations. Par son empreinte sur les territoires, donc les aménagements du territoire pour son habitat, pour ses déplacements, l'homme modifie la biodiversité. Il peut être responsable d'une diminution de la biodiversité, mais certaines actions vont au contraire préserver cette biodiversité. Pour satisfaire ses besoins en nourriture, l'homme va parfois remplacer une partie de la forêt en champs cultivables. Cela a 2 inconvénients. Le premier est que la biodiversité de la forêt, riche, est remplacée par une monoculture, comme la vigne sur cette photo. Le deuxième est que lorsqu'il construit des habitations sur des terres agricoles, ici, il va fragmenter les écosystèmes et donc les populations. Cela va limiter les regroupements et la possibilité de reproduction et cela peut amener à la diminution d'une population. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire est soumis à une réglementation veillant à limiter les dégâts sur la biodiversité. Vous voyez ici la densification du réseau routier en France depuis les années 1708. La construction de routes entraîne nécessairement la fragmentation des écosystèmes.
Mais aujourd'hui, la réglementation demande la construction d'écoducs, ici, des ponts qui permettent de relier un environnement à un autre environnement, pour laisser passer donc les animaux. Il existe également, vous voyez ici un écoduc sur un écopont donc, et en dessous des routes et des autoroutes, on peut trouver également des tunnels, comme ici, qui permettent de laisser passer les animaux plus petits vivant dans d'autres territoires, comme on voit ici le blaireau et un renard. L'homme va donc impacter la biodiversité par ses activités, par son impact sur le territoire, mais il va essayer de limiter cette érosion de la biodiversité en créant des zones de préservation de cette biodiversité.